Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à SAP Business Data Cloud. Donc je suis Mathieu Lattier, Competence Lead chez Flexo. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de SAP Business Data Cloud. Dans l'économie numérique actuelle, posséder la donnée ne suffit plus. Il faut pouvoir en maîtriser le contexte, c'est-à-dire préserver la logique métier associée à chaque donnée ou groupe de données. SAP Business Data Cloud est la réponse technologique fournie par SAP pour ces paysages de données fragmentés. Alors, existe-t-il une formule simple pour transformer votre donnée en valeur ajoutée? A priori, la réponse semble simple. On prend des données, on l'associe à une technologie et, miracle, une valeur ajoutée arrive. En réalité, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il faut avoir une donnée qui est fiable. Une donnée fiable, ça veut dire qu'elle est correcte, mais aussi qu'elle va conserver son contexte métier. SAP va pousser vers une architecture plutôt de data mesh, c'est-à-dire qu'au lieu de simples tables techniques qu'on va exposer, on va plutôt exposer des objets métiers, c'est-à-dire une commande client, une fiche produit, etc. C'est ça, en fait, qu'on va appeler un data product. Ce data product, on le verra un peu plus tard dans la présentation, il a besoin d'être facilement consommable. C'est un package qui est prêt à l'emploi, avec toutes les données bien décrites, etc. Cela va être regroupé en data domain, et c'est ça qui va rendre votre donnée fiable. Le deuxième point, par rapport à la technologie, c'est d'avoir une architecture technologique qui va vous aider à traiter, ingérer et consommer ces données fiables. Alors pour ça, on a des architectures de référence qui sont disponibles, qui proviennent de plusieurs méthodologies, y compris des méthodologies hors SAP, ce qui va vous permettre d'éviter de partir de zéro et de réinventer la roue constamment, ce qui prend évidemment beaucoup de temps et coûte du coup beaucoup d'argent. Associé à cette architecture, il faut évidemment qu'elle ait des capacités d'ingestion et de traitement de la donnée et des capacités analytiques. Donc l'idée, c'est de développer une solution d'architecture qui va combiner différents produits technologiques et services pour créer le résultat attendu. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir la business value arriver au travers de deux choses, le business outcome et les business use case, évidemment. Donc l'idée, c'est de créer vraiment une valeur pour votre métier en optimisant les opérations métiers, en améliorant l'expérience utilisateur et en adressant donc soit des besoins régulatoires ou des besoins en innovation. Alors si on vient un petit peu dans le monde SAP au fur et à mesure des années, eh bien avant 2015, on a vu de manière classique l'ERP avec ECC, un BW, éventuellement un BW fort au-dessus pour ingérer et traiter les données, et ensuite un BO pour consommer ces données dans des rapports Webby ou dans d'autres choses. Entre 2015 et 2025, on a vu toute une série d'autres outils apparaître, tels que Power BI, Qlik, Tableau pour le front-end. On a vu des solutions qui étaient là, parallèles à SAP évidemment, pour ingérer les données. Dans SAP, on a vu le premier outil cloud de Data Warehouse qui était DataSphere. Et évidemment, il y a toute la révolution S4 au niveau de l'ERP. Bon, ce n'est pas le sujet de ce webinaire aujourd'hui, mais voilà, c'est grâce à ce qu'il y a dans S4 notamment aujourd'hui qu'on peut innover dans la partie analytique. Et au fur et à mesure de ces années, on a commencé à interconnecter tous ces composants les uns avec les autres. Donc ça a coûté parfois beaucoup d'argent, beaucoup de temps. C'est parfois très complexe d'arriver à avoir des performances qui sont adéquates pour l'utilisateur, etc. Et en fait, c'est ça la réponse de SAP Business Data Cloud aujourd'hui. C'est vraiment de développer une couche centrale d'harmonisation qui va simplifier l'architecture, sécuriser la gouvernance et préparer les usages futurs pour l'innovation avec les intelligent applications, avec la business AI, etc. C'est ça qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Dans la Business Data Cloud, on a donc un cadre unifié, j'en ai déjà parlé, qui va rassembler la business sémantique avec DataSphere, qui va rassembler des capacités analytiques et de planning avec Analytics Cloud,
Alors, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà un business warehouse qui peut être âgé ou un peu moins âgé, ça dépend un peu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas le jeter à la poubelle. Il y a toute une série de manières pour moderniser votre business warehouse qu'on verra un petit peu plus tard dans cette présentation. Et en fait, grâce à cette Business Data Fabric, c'est-à-dire qu'en fait, dans Business Data Cloud, on ne va plus développer simplement une data fabric où on vient dropper toute une série de données dedans, on va développer ce qu'on appelle des data products. Ces data products, j'en ai déjà un petit peu parlé, on en reparlera encore un petit peu après, ça va correspondre à toute une série de données associées à un même besoin métier avec des métadatas riches qui décrivent ces données et les définissent. Et c'est ça qui va permettre en fait d'avoir une business data fabric qu'on pourra exploiter à travers les différents composants de BDC. Le prochain composant qui va permettre l'innovation, en particulier pour les scénarios AI et de machine learning ou des grands modèles de langage, c'est SAP Databricks dont je suis certain que vous avez entendu parler de ce dernier partenariat qui a été annoncé fin de l'année passée. Sachez que d'autres arrivent, on en reparlera aussi un peu plus tard. On verra dans cette présentation comment cela fonctionne d'un point de vue architecture. Et en fait, cette interaction finalement sera assez similaire avec les prochains partenariats annoncés. Et donc l'idée, c'est vraiment de développer toute cette fondation pour développer des scénarios AI dans le futur. Alors, pour l'agenda d'aujourd'hui, après cette brève introduction, on va voir quelques définitions, on va voir la valeur ajoutée de sa BDC, et alors on va rentrer dans le système, histoire de voir un peu quand même à quoi ça ressemble, à travers différents scénarios. Et ce que je vous propose, c'est que pour chacun de ces scénarios, on voit comment ça se passe d'un point de vue architecture derrière, pour comprendre vraiment comment ces différents composants fonctionnent les uns avec les autres. Pour terminer cette présentation, on verra les différentes manières de moderniser votre business warehouse actuel afin de l'emmener vers le cloud et vers SAP BDC. Si vous avez des questions durant cette présentation, n'hésitez pas à les noter, j'y répondrai en fin de session. Et évidemment, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on prendra le temps de vous répondre par après de manière plus précise et plus personnalisée si besoin. Donc, qu'est-ce que SAP Business Data Cloud? C'est avant tout une plateforme unifiée qui va connecter l'ensemble de l'écosystème SAP, mais aussi les données non SAP. Donc, les sources des données issues des applications SAP, bien évidemment, on va retrouver S4HANA, on va retrouver SuccessFactors, Ariba, Concur, donc les sources SAP, mais on va pouvoir aussi connecter des sources externes pour avoir vos custom data products. En fait. Ces données vont être ingérées dans un object store et exposées sous la forme de data products, qu'ils soient fournis par SAP ou créés par les clients. Et c'est ça qui va composer en fait votre business data fabric. C'est la couche clé et la couche centrale de tout SAP BDC. Alors, associé à cette business data fabric, vu qu'on a un ensemble de produits, il faut évidemment qu'on puisse les retrouver facilement. Donc, on verra aussi qu'il y a un catalogue dans Business Data Cloud qui vous permet de facilement retrouver vos data products à travers les différents systèmes sources connectés à votre environnement. Alors, bien sûr, cette plateforme, elle est composée donc de SAP DataSphere, qui est le cœur de Business Data Cloud, qui va vous permettre de gérer vos data products SAP et custom. On va retrouver SAP BO et PCE, ce qui va vous permettre de générer vos custom data products sur vos données historiques notamment. Et toute cette plateforme est évidemment sécurisée et gouvernée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver, j'en ai déjà parlé, du catalogue, qui va vous permettre de retrouver vos données facilement. Au-dessus de cette Business Data Fabric, il faut évidemment un composant pour exploiter ces données de manière visuelle. Pour ça, on va avoir plusieurs options. On va avoir le SAP Analytics Cloud, que vous connaissez, à travers les stories, donc vous allez pouvoir développer des rapports plutôt standards, mais aussi vous avez les intelligent applications qui vont vous permettre en fait d'activer assez facilement ces applications pour avoir très rapidement
vos données visuelles à l'écran pour les partager à vos clients finaux. Et évidemment, il y a tout ce qui est Copilot AI qui peuvent se brancher aussi sur ces data products et sur ces modèles analytiques. Alors évidemment, tout ça fonctionne sur la plateforme BDC grâce au zéro copy. Donc c'est l'idée de pouvoir en fait avoir un producteur de données qui la conserve dans son composant, mais qui va pouvoir la partager avec les autres composants de Business Data Cloud pour une exploitation en AI, pour de l'analytique, et tout ça va être en fait finalement une intégration assez simplifiée des données SAP ou non SAP. Donc la data gouvernance, j'en ai déjà parlé, et l'idée derrière, c'est justement d'avoir une plateforme évolutive pour pouvoir supporter les futurs besoins en innovation. Alors voyons maintenant quels sont les composants clés de BDC. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais comme ça vous avez un petit résumé. Donc DataSphere, évidemment, c'est le cœur technique de la plateforme. C'est là que vous allez pouvoir gérer la modélisation, la transformation, l'intégration des données. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir générer vos custom data products, c'est-à-dire les data products qui viendraient de sources autres qu'SAP par exemple, pour générer un modèle analytique avec des dimensions, des fact tables, etc. SAP Analytics Cloud, c'est le composant plutôt pour la visualisation des données et pour le planning. Donc c'est des real-time insights qui sont supportés par de l'AI et du machine learning. On verra qu'il y a pour la partie machine learning au niveau des données, du traitement des données, on va avoir SAP Databricks qui va arriver un peu plus tard. Et évidemment, tout ça se fait avec une intégration native avec les modèles analytiques de DataSphere. SAP Databricks, donc SAP Databricks, c'est le fameux partenariat qui a été fait entre SAP et Databricks fin de l'année passée, ce qui permet d'avoir dans cette plateforme de l'Advanced Analytics avec de l'AI et du Machine Learning. On a donc une manière de gérer, de processer les données structurées ou non structurées, donc ça permet de processer en fait du Big Data. Et évidemment, comme tout composant dans la plateforme, on a une réplication qui est possible, mais on a aussi un accès via le zéro copy aux éléments de la plateforme. Alors, on va en parler beaucoup plus en détail après. Les Intelligent Apps et les Data Products. Donc, en fait, c'est des objets de données standardisés. Donc là, je parle des Data Products qui sont gérés, quand on parle de SAP Data Products par SAP, on verra exactement de quoi ils sont composés. Et le fait qu'on ait ces objets, en fait, cela nous permet, cela a permis à SAP de développer les Intelligent Apps, qui sont en fait des visuels développés sur base de ces Data Products, qui peuvent être activés très rapidement. Et on verra comment dans la démo qui suit. Donc l'idée, c'est d'avoir une consistance de données un peu partout dans la plateforme et de pouvoir les réutiliser à une large échelle. Pour finir, comment cela est possible? Bien, c'est possible en utilisant une couche sémantique unifiée. Et cela se fait grâce à la définition de données standardisée, notamment à l'aide du format ORD qu'on verra un petit peu après. La deuxième chose, c'est qu'on peut utiliser le zero copy access pour tous ces domaines. Et finalement, pour que ça marche, je l'ai déjà dit, mais c'est un élément très important, c'est le fait que vous ayez ce catalogue qui vous permette rapidement et facilement de retrouver comment ces data products sont gérés, de quoi ils sont composés, etc. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé aussi, mais vous savez que SAP a donc eu un premier partenariat avec Databricks fin de l'année passée. 3 autres partenariats sont annoncés dans le courant de cette année, l'un avec Snowflake, l'autre avec Google Cloud et le dernier avec Microsoft. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir exploiter ces différentes plateformes et que ce soit en fait transparent. Et qu'entre ces plateformes, on puisse avoir un zéro copy au niveau de la data et des métadatas et qu'on puisse partager finalement à la fois les données qui viennent de SAP et
d'en dehors de SAP avec un contexte business qui reste préservé. Alors, voyons les data products. Donc, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui et dans les dernières années, ça a été de trouver, de comprendre, de réutiliser ces données, que ce soit pour créer des applications, des dashboards, des rapports, etc., ou entraîner des cas d'usage pour du machine learning, etc. Souvent, ces données sont dispersées un petit peu partout, la métadonnée est soit trop technique, soit inexistante, les données ne sont pas toutes exposées de la même manière, et donc c'est très difficile de retrouver cette information. C'est ce problème-là que SAP répond avec le concept de data product. C'est-à-dire qu'un data product, c'est un jeu de données métiers vraiment packagé, qui est prêt à l'emploi, qui va contenir toute une série de données. Donc on va retrouver les données transactionnelles, les données master data telles que les textes, les hiérarchies, etc. Et on va retrouver aussi, c'est un peu plus que ça, c'est pas juste un gros paquet de tables, c'est aussi un paquet de tables qui est décrit à travers la métadonnée riche, standardisée. Et donc on va retrouver aussi une définition là-dedans des choses. Donc fatalement, elle doit être bien décrite. Le troisième point, c'est qu'elle doit être facilement consommable. Donc finalement, l'idée, c'est d'utiliser un peu la logique d'un software as a service, mais pour les données. Ça veut dire qu'on peut intégrer facilement ces données à travers les outils de modeling ou les outils de reporting pour exploiter ces données finalement facilement. Et le dernier point, c'est le point discoverable, ça veut dire que finalement, à travers un SAP Data Product Catalog, donc un catalogue des différents data products, on puisse retrouver ces informations très rapidement. Concernant les SAP Data Products, donc, c'est donc un data lake de data product sémantiquement aligné. Ça veut dire que ce data lake, c'est un object store qu'on peut adapter, il est évolutif, il est économique. Il passe à travers toutes les applications SAP et doit être extensible à des données non SAP. Il est découvrable facilement via un catalogue unique. Donc on va retrouver tous ces data products disponibles parmi toutes les applications sources connectées à ce landscape. Elles vont apparaître dans ce catalogue central. On va retrouver donc des métadonnées qui sont structurées. Donc on va respecter en fait l'Open Resource Discovery. Donc c'est un format qui nous permet de décrire les données de manière structurée. Et le dernier point, c'est qu'il doit être accessible à travers une combinaison d'API. Et quand on parle d'accessibilité, évidemment, il faut qu'il utilise le Delta Sharing Protocol afin de partager ces données en temps réel à travers les différents composants. Alors derrière, il y a toute une série de règles pour être compliant, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que c'est un peu trop technique, mais donc l'idée, c'est vraiment 3 points importants pour les data products. C'est la sémantique, donc c'est un data model harmonisé, basé sur toute la connaissance des SAP auparavant. On utilise des métadatas qui sont structurés via l'Open Resource Discovery Protocol, et on a un catalogue pour gérer l'aspect technique, donc la connexion de ces data products des différentes sources vers la plateforme, et discoverable, c'est-à-dire qu'on peut les trouver facilement. Alors, comment ces data products sont organisés? En fait, finalement, pour des gens qui ont fait du data warehousing ces dernières années, vous allez voir que c'est assez logique. On a d'abord les primary data products qui sont orientés sources. Donc on va retrouver, par exemple dans S4, tout ce qui concerne la finance, on va retrouver le journal entities, le sales order, etc. Donc on va parler de primary data product. Donc un primary data product, c'est directement fourni par une application,
et n'est pas basé sur d'autres data products. Donc c'est vraiment la donnée brute qui est répliquée. Alors je parle de réplication, mais ce n'est pas forcément une réplication, on ne duplique pas forcément les données, on va en fait exposer cette donnée à la plateforme SAP Business Data Cloud. Ces primary data products, évidemment, ils ne vont pas répondre directement à un besoin métier. Et c'est pour ça qu'on va construire un second niveau de data products qui sont les derived data products. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter dans les niveaux, au plus on va se rapprocher en fait du contexte métier. Donc on va retrouver par exemple tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne les revenus. Si on est dans du HR, on va être sur tout ce qui concerne le learning, etc. Donc le dernier data product, l'idée, c'est que le consommateur final puisse le consommer directement finalement. Donc ça veut dire que les définitions doivent être claires, elles doivent être évidemment communes à toute l'entreprise, sinon on ne parle pas le même langage et donc ça ne fonctionne pas aussi bien. Et donc finalement ici l'idée, c'est d'essayer d'établir en fait une économie autour du data product. Ça veut dire qu'on va laisser tout l'aspect technique de côté, c'est-à-dire qu'on va retrouver donc, nos data products gérés par SAP, où là c'est vraiment du standard. On va pouvoir récupérer ces informations dans la Business Data Fabric, et puis on va commencer à modéliser. À côté de ça, on va retrouver aussi les custom data products, c'est-à-dire des data products qui viendraient des SAP mais qui ne proviennent pas nécessairement d'un standard, qui ont été adaptés aux besoins de votre entreprise ou qui proviennent de votre système BW historique ou qui proviennent encore de systèmes non-SAP. Une fois que ces data products sont catalogués, on va, grâce en fait au delta share, zéro copie delta share, on va pouvoir exploiter ces data products principalement dans 3 types de solutions. Donc les intelligent applications pour avoir des visuels qui sont très rapidement développables. On va pouvoir utiliser du machine learning ou des scénarios AI via SAP Databricks par exemple pour générer des nouveaux datasets qui viendront compléter vos data products. Et évidemment, pour tout ce qui est plus classiquement des besoins analytiques de base, donc du reporting, du dashboarding, etc. Une petite fact sheet pour les SAP Data Products. Donc, elles comprennent évidemment la sémantique et les données. Elles sont complètement gérées, chargées et gouvernées par SAP. Pour l'instant, elles supportent encore que certaines extensions, c'est-à-dire que les champs Z, donc vos champs custom dans vos tables sources, au niveau SAP, vous pouvez ajouter les champs Z. Alors on a un taux de rafraîchissement qui tourne en moyenne autour de 1 à 2 heures, mais en fait c'est fortement variable d'un data product à un autre. Donc voilà, et il y a des choses qui changent beaucoup plus rapidement. Si on parle de stock ou si on parle de company code, fatalement le degré de rafraîchissement est moins urgent dans un cas que dans l'autre. On a aussi, la dernière caractéristique, c'est qu'on peut utiliser ces data products comme data source, c'est-à-dire qu'on peut elle-même les utiliser pour dériver d'autres data products, soit dans le Data Product Studio, qui va sortir courant de cette année-ci, soit dans une des solutions partenaires, telles que Databricks, mais aussi dans les solutions partenaires qui vont naître dans les mois à venir, telles que Snowflake, Google BigQuery, ou Microsoft Fabric. Alors, je vous propose, avant de rentrer dans le système, de vous présenter un tout petit peu les applications intelligentes qui sont pour l'instant disponibles. Alors, il faut savoir une première chose, donc vous n'en voyez que 6 à l'écran, il y en a beaucoup plus qui sont en train d'être réalisés par SAP dans ces mois-ci. Donc typiquement au premier trimestre de cette année-ci, on a pas mal d'applications qui vont sortir. Donc je vous inviterai, pas pendant ce webinaire, mais après, à aller voir sur le site des SAP, dont les liens sont ici, les nouvelles applications qui sont disponibles. Mais vous voyez qu'on a déjà les grands domaines qui sont là, tels que la supply chain, tout ce qui est HR, tout ce qui concerne la finance, etc.
Dernier petit slide avant de rentrer dans le système sur des notions qui sont importantes et qui doivent être différenciées. Donc, l'activation pour les data products, cela se fait dans le cockpit de SAP Business Data Cloud. Donc, on est dans le composant global. Donc, c'est l'activation en fait d'un data package. Donc, le data package, ça va être une collection de data products. Et donc, quand vous allez activer ce data package, tous les data products relatifs à la source que vous auriez définie vont être activés. Donc ici, on va parler de données et de modèles. Ces données vont être ensuite activées et présentes dans les services fondations. Ça veut dire qu'ils vont être découvrables et installés au travers du catalogue de SAP BDC. Le deuxième point, c'est le sharing. Donc là, on va parler de sharing pour des data products de nouveau. C'est l'idée ici, en deux mots, c'est de pouvoir partager un data product d'un composant vers un autre au sein de Business Data Cloud. On verra ça dans une des parties de la démo. Comment on fait ça, vous verrez que c'est très simple. Le troisième point, on va parler d'une installation. Donc c'est aussi une des premières choses qu'on va voir, c'est comment installer une application intelligente, ce qui se fait dans le cockpit Business Data Cloud. Et on verra aussi comment installer un data product, ce qui peut se faire à ce moment-là à deux endroits. Désolé, ça ne simplifie pas les choses, mais c'est comme ça. Et c'est logique. Donc ça peut se faire aussi dans DataSphere. Pourquoi ? Parce que DataSphere, c'est le composant qui va vous permettre en fait de gérer vos données et de les transformer. Donc c'est logique qu'on puisse directement depuis DataSphere retrouver ces data products pour les installer. Les applications intelligentes, elles se basent sur des data products, mais elles sont réalisées en fait dans SAC. C'est un ensemble de stories, elles vont activer ces stories qui sont basées sur des modèles dans DataSphere, qui sont basés sur des data products qui proviennent de vos différentes sources. Donc ça veut dire que ça doit être installé dans le cockpit de BDC pour que ça marche. Et enfin, l'onboarding, c'est simplement le principe de rendre les modèles et leurs données disponibles pour les processer dans différents composants. Alors, rentrons donc dans notre système. Donc, la première chose que l'on va voir, c'est comment on définit ce qu'on appelle une formation dans le BDC Cockpit. Donc, une formation, en fait, c'est assez simple. C'est simplement l'ensemble des systèmes qui sont connectés à votre plateforme Business Data Cloud. Du coup, vous allez activer ça dans SAP4Me et vous allez pouvoir retrouver ce même écran dans BDC pour voir finalement quel est votre landscape. C'est-à-dire que quand vous commencez à parcourir vos catalogues, la première chose, c'est évidemment de voir quels sont les systèmes sources associés. Et si vous voyez qu'il en manque un, vous l'ajoutez. Ce que je vous propose de voir ensuite, c'est comment on va installer une application intelligente. Alors, avant de commencer, donc on va d'abord voir dans l'écran comment ça fonctionne. Ensuite, on verra comment ça fonctionne techniquement derrière. Donc, ici, on rentre dans le cockpit de SAP BDC et on rentre dans le catalogue. Et vous voyez qu'on peut simplement cliquer sur un des éléments et directement, on voit toutes les métadatas qui sont associées. C'est-à-dire qu'on va voir les data products qu'il y a derrière. On peut voir combien il y a d'entités, on peut voir la version, etc. Si maintenant je viens chercher mon application intelligente qui concerne le cash flow, le working capital, vous allez voir de nouveau une documentation avec les écrans qui seront disponibles et tous les datas qui seront disponibles dans cette application. Et vous voyez que l'installation, c'est finalement relativement simple. Vous avez le bouton Install, vous cliquez dessus, vous avez votre pop-up, vous sélectionnez votre système source, et puis c'est parti. Vous pouvez évidemment voir comment se passe cette installation de manière plus technique pour checker chaque élément, etc. Dans la petite sonnette que vous avez en haut à droite de l'écran. Et là, vous verrez le log de tout ce qui se passe. On verra comment ça se passe pour un data product, de voir un peu le log qu'il y a derrière.
En attendant, ce que je vous propose, c'est de parcourir les différents écrans de l'application Working Capital. Donc, dans ces applications, c'est une logique analytique de business intelligence. Donc, on va retrouver d'abord un premier écran avec une overview qui va vous montrer une comparaison de l'année en cours par rapport à l'année précédente. Et puis ensuite, on aura des écrans qui vont rentrer un petit peu plus dans les détails avec des graphiques. Évidemment, vous pouvez toujours faire un deep dive dans vos données depuis votre application pour aller de plus en plus dans les détails. Voyons maintenant le deuxième cas, qui est l'installation d'un data product. Pour ceux qui connaissent, qui sont familiers avec DataSphere, vous voyez qu'on a changé d'écran, on n'est plus dans le cockpit BDC, on pourrait le faire aussi à cet endroit-là, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que comme on est dans l'outil qui permet de gérer la Business Data Fabric, fatalement, on va être intéressé de voir quels sont les data products pour éventuellement les exploiter. C'est pour ça que ici, on va aller dans le catalogue de DataSphere, on va voir qu'il est lié avec le catalogue de BDC et qu'on peut facilement retrouver notre data product. Vous voyez que sur la gauche, vous avez toute une série de fils qui vous permettent d'aller un peu plus vite. Vous avez aussi un petit écran de recherche en haut qui vous permet de rapidement noter la description de ce que vous cherchez. Si je note cash flow, par exemple, ça va évidemment filtrer et je vais pouvoir chercher beaucoup plus facilement mon data product. Une fois qu'on est dedans, de nouveau, on va se retrouver avec toutes les métadatas. C'est-à-dire, vous voyez tout en haut, là, la définition de ce qu'est un cash flow et de quoi le data product est composé. Donc, de nouveau, l'installation est relativement simple. On va chercher le petit bouton Install, on clique dessus. Comme on est dans DataSphere, on va sélectionner le space target, le space dans lequel on veut développer notre futur flux. Et puis, on suit, c'est du next, 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 hein, donc il n'y en a qu'un, donc ça va très, très vite. Et donc là, c'est important parce qu'on va voir ce qui va être installé dans notre système. Donc, on voit qu'on va avoir le cash flow et qu'on va avoir les prévisions par rapport à notre cash flow. C'est ça qui nous intéresse. On poursuit l'installation. Et là, je vous parlais tout à l'heure des différents logs. Eh bien, vous voyez qu'en cliquant sur la petite sonnette en haut à droite, on va pouvoir voir le statut de l'importation et on va pouvoir voir comment ça se passe étape par étape, s'il y a un problème, etc. C'est là-dedans qu'on va aller rechercher ça pour les plus techniques d'entre vous, probablement. Alors, passons à l'étape suivante. Vous avez vos applications intelligentes, vous avez vos data products. On va maintenant exploiter un data product pour le partager avec Databricks pour faire un modèle de machine learning. Donc de nouveau, les premières étapes sont assez simples. Vous voyez que c'est assez intuitif, hein. On sélectionne donc notre data product. Donc on va aller retrouver notre cash flow. Ah pardon, c'était l'entry, View Journal Entry, c'est pas très grave, le principe est le même. On va prendre notre data product et on va simplement cliquer sur Share, sélectionner notre système avec lequel on veut partager, donner un nom, et l'objet est partagé. La dernière étape que je vous propose de voir, et après on passe dans le volet architecture, c'est de voir comment ça se passe dans Databricks. Alors pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Databricks, vous voyez que l'écran est quand même assez similaire. Vous avez toujours toutes les options sur la gauche. On ne va pas faire toute une formation Databricks maintenant. Ce qui est important, c'est de voir le catalogue. Donc on va rentrer dans le catalogue et là, vous voyez les objets qui ont été partagés par le Delta Sharing. On va retrouver notre objet, donc on va pouvoir commencer à le dans l'environnement Databricks pour notre exploitation. Et vous voyez que ça se fait en quelques clics, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Et directement, on peut déjà visualiser les données avant de les exploiter pour vérifier que c'est bien ce qu'on souhaite. Donc voilà, après avoir vu ces petits scénarios, je vais vous expliquer
maintenant comment ça fonctionne d'un point de vue architecture derrière. Et vous allez voir, c'est finalement assez simple. Si on prend le cas de l'installation d'une application intelligente, bien, le premier point, c'est toujours le même et c'est important, donc autant le répéter, c'est d'aller dans le catalogue, de rechercher après son application intelligente et de voir quels sont les data products qui lui sont associés. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va permettre au système source, en l'occurrence ici S4HANA, qui lui a défini les data products, de les exposer dans Business Data Cloud. Une fois qu'elles sont exposées, on va pouvoir déployer le modèle analytique dans DataSphere qui lui est associé. Je parle de deux modèles analytiques, mais ça peut être plusieurs. Pareillement, on va développer un ensemble, on va activer donc automatiquement un ensemble de stories qui vont en fait composer votre application intelligente. Et voilà, vous voyez que finalement c'est assez simple. Alors vous allez me dire, c'est bien, les SAP Managed Applications, mais nous on a des besoins un peu plus custom. Pas de problème, on va passer à ça. Et vous verrez que c'est les mêmes étapes en fait. Donc on va de nouveau rechercher dans notre catalogue, alors on va aller un peu plus vite ici, parce que c'est exactement les étapes qu'on a faites précédemment, qu'on va activer tout le flux. On va activer éventuellement les data packages ou les data products dont on a besoin pour compléter nos données. Et on va pouvoir créer une copie custom pour adapter et ajuster en fait les datasphere modèles si on a besoin d'ajuster au niveau des données. Pareillement pour les stories. Alors, on en a déjà parlé de Databricks, donc c'est le partenariat développé. Quelles sont les key features de ce Databricks en très gros, parce que vous connaissez déjà tout ça, mais donc l'idée derrière, c'est d'ajouter aux outils SAP des outils qui vont permettre du data engineering, du machine learning, des scénarios AI, etc. Et c'est ça que Databricks va vous permettre. Ça va vous permettre d'expérimenter, d'entraîner, de déployer des modèles d'usage d'IA générative ou des modèles basés sur des modèles de langage, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer les capacités de data engineering, par exemple avec des processus ETL automatisés. C'est aussi de renforcer la data governance pour gérer des données structurées ou non structurées, de gérer des modèles de machine learning, etc., etc. Tout ça se fait grâce à une intégration, si on veut du moins utiliser les données SAP et utiliser aussi les données Databricks, quand on veut avoir le retour de ces données processées. Il faut qu'il y ait une intégration et donc c'est bien important de marquer que cette plateforme BDC, finalement, c'est un écosystème qui est ouvert aux autres plateformes. Comment ça fonctionne dans SAP Databricks? Donc, on va voir comment dériver finalement des données qui viendraient de machine learning. Eh bien, de nouveau, les premières étapes, et on va les faire assez rapidement, on va chercher dans le data catalogue un data product, on va l'activer, l'exposer dans BDC et on va pouvoir le partager. C'est ce qu'on a vu dans la troisième étape de nos petites démos, dans Databricks, ce qui fait qu'il va être disponible dans le Unity Catalog de SAP Databricks pour préparer un scénario de machine learning. Ce scénario de machine learning, il va générer un dataset qu'on va pouvoir ensuite associer à notre modèle de base. Donc on va déployer ces modèles analytiques pour associer les deux et on va pouvoir en faire une story qu'on utilisera. Alors, on n'a pas encore parlé de vos données historiques. On a parlé des nouveaux outils. Comment maintenant gérer vos données, comment moderniser votre business warehouse. En résumé, il y a trois approches. Il y a l'approche Greenfield. On ne va pas faire tout un débat sur le Greenfield. C'est simplement, on recommence, on redéveloppe tout. Ça veut dire qu'il faut redéfinir les besoins, redéfinir les business use cases, etc. La deuxième approche, c'est une migration vers Business Data Cloud.
au travers du SAP BW Bridge. Et c'est cette deuxième approche qu'on verra en détail directement après. La troisième approche, c'est le Lift, Shift and Innovate, qui consiste en fait à aller vers le BW PCE. Donc c'est une migration d'infrastructure, on verra ça juste par la suite après, et d'utiliser le Data Product Generator pour avoir vos custom data products et pour enfin les exploiter soit dans Databricks, soit dans SAP Analytics Cloud, soit dans DataSphere. Alors le BW Bridge, donc le rôle c'est de migrer et puis d'innover, donc de migrer les flux ETL complexes depuis BW vers un space dédié de DataSphere aux données BW, qu'on appelle le SAP BW Bridge. Vous avez un outil pour vous aider dans la conversion, et du coup, l'intérêt de cette approche, c'est que vous allez conserver tous vos extracteurs BW, vous allez pouvoir toujours utiliser le business content qui est assez conséquent dans BW, et c'est supporté jusqu'à au moins 2040. Alors l'idée derrière, c'est évidemment de graduellement remplacer votre BW ou votre BW Bridge, tous vos scénarios que vous avez là-dedans, de les remplacer par des use cases natifs DataSphere, avec des replication flows qui viendraient de S4 ou d'un autre système qui supporte le CDC, donc c'est le Change Data Capture, pour finalement rester dans un scénario innovant à la fin. La troisième approche qu'on a vue, c'est l'approche Lift, Shift and Innovate. Alors, l'idée ici, c'est d'abord de faire un lift vers votre BW BCE. C'est l'idée de réutiliser les investissements BW dans vos BC et surtout, c'est de retirer en fait la maintenance hardware ou software en prenant comme avantage d'avoir un environnement géré par SAP. Alors, quels sont les chemins de migration plus concrètement? Eh bien, rien de tel qu'un petit schéma. Donc, si vous êtes antérieur à 7.5, posez-vous la question si vous êtes sur du HANA ou pas. Si vous ne l'êtes pas, vous devez faire une migration et puis vous pouvez passer. Si vous êtes en 7.5, même question pour le HANA. Si par contre vous êtes déjà sur du HANA, vous devez vous poser la question du SP. Si vous n'êtes pas au niveau du SP24, vous devez faire un update, sinon vous pouvez passer. Finalement, si pour les plus chanceux d'entre vous, vous êtes déjà sur du BW for HANA, vous devez vous poser la question par rapport à la version. C'est-à-dire si vous êtes en 1.0 ou 2.0, vous devez faire un upgrade vers 2023. Si vous êtes en 2021, vous devez checker votre SP. En fonction de votre SP, vous aurez un update ou pas. Et si vous êtes en 2023, vous pouvez passer directement. Une fois que le lift est fait, on peut passer au shift. Le shift, ça consiste en fait à commencer à utiliser le Data Product Generator pour générer vos data products dans DataSphere ou dans Databricks, en gros, pour les exploiter dans votre plateforme BDC. L'avantage de ce Data Product Generator, c'est que vous allez pouvoir aussi partager du coup vos données historiques. Et évidemment, toujours derrière, l'idée, c'est de construire les nouveaux use cases directement dans BDC. Dernière partie, la partie innovation. Donc la partie innovation, c'est évidemment de remplacer les données BW par des données S4 directement quand c'est possible. C'est d'arriver à combiner vos données historiques par delta sharing pour du machine learning, pour des scénarios. C'est d'arriver à combiner vos données BW, S4 et autres données pour faire de l'advanced analytic avec SAP Databricks. Et donc, voilà, c'est ça qui va vous permettre d'innover. En conclusion, si on prend quelques éléments clés pour la modernisation de BW, typiquement, un greenfield, les data flows, il faut construire ou reconstruire from scratch. Ça veut dire qu'il faut réétablir les besoins, etc. Ça prend du temps, c'est un processus relativement long. Techniquement, la complexité technique est clairement plus haute parce qu'il faut tout réimaginer. L'avantage, c'est que vous êtes parti pour de longues années sans dette technique. Dans les deux autres approches, donc l'approche BW Bridge ou l'approche Lift, Shift and Innovate, dans le BW Bridge, vous gardez votre ancienne logique. Donc, ça a l'avantage que ça réduit la complexité, ça augmente la vitesse,
mais ça reste une migration technique. Donc c'est encore, voilà, c'est un certain effort à fournir. Dans la dernière approche, vous êtes dans l'approche Lift, Shift and Innovate, c'est une migration d'infrastructure. C'est quasiment en fait transparent pour les utilisateurs. C'est beaucoup plus rapide, la complexité, elle est beaucoup moins importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre système legacy, il reste tel qu'il était auparavant, donc vous restez dans cette même logique. Pour conclure ce webinaire, et puis on pourra répondre à des questions, 3 éléments importants à retenir. Le premier, c'est qu'avec SAP Business Data Cloud, vous allez vraiment réduire le time to excite. Pourquoi? Parce que vous avez des données qui sont standardisées, harmonisées et gouvernées au niveau de l'entreprise. Et donc, c'est beaucoup plus facile à exploiter. Et c'est pour ça que, une fois que vous avez ça, vous pouvez vraiment préparer votre innovation à l'aide des data products qui sont structurés et enrichis. Ça va vous permettre d'établir des nouveaux use cases. Et troisièmement, et c'est un élément important, je pense, c'est qu'on n'est pas dans une approche Big Bang où on demande un énorme effort de temps de projet pour avoir les premiers résultats. Et ça, c'est un point vraiment important parce que ça veut dire que vous pouvez vraiment avancer à votre propre rythme vers votre transition vers le cloud. Voilà. En conclusion, en une phrase, l'idée de SAP BDC, c'est vraiment de connecter vos environnements actuels à des scénarios du futur. Voilà. Je vous remercie. Alors, quelques questions. Oui, comment se positionne BO par rapport au SAP BDC? Donc voilà, concernant BO, donc il faut voir quand même par rapport à la stratégie à long terme des SAP, hein, donc BO ne se trouve pas dans la partie long terme. Mais bon, par contre, on peut toujours se connecter à des sources de données telles que Datasphere ou BW. Alors, par rapport au cube BW existant, donc ça, on a bien vu dans les 2 approches qui sont le BW Bridge ou le BW PCE, en fait, on va pouvoir retrouver ces cubes dans ces 2 logiques-là, parce qu'ils vont rester préservés. Alors, ce ne sera plus des cubes, parce que si on regarde le chemin de migration, vous verrez que ça a été donc, on est obligé de passer dans du HANA, donc ça veut dire que ces cubes vont être en fait convertis en ADSO, mais voilà, ils pourront continuer à être exploités, et dans les 2 scénarios, finalement, on peut continuer à garder, à préserver la logique qui a été développée au fur et à mesure des années dans le système. Donc voilà, pour répondre en bref à la deuxième question, on peut continuer à exploiter les cubes existants. Maintenant, l'idée de base derrière, c'est de construire des scénarios nativement dans Datasphere. Donc ça veut dire qu'on ne va pas encore enrichir ces cubes, on va les exploiter et puis enrichir sur un modèle séparé. Alors pour cette question-là, je reviendrai à mon avis plus en détail avec la solution SAP ECC, mais en fait oui, parce que dans le BDC, on peut démarrer avec les données BW qui conservent un énorme historique. Hein. Pour certains clients, on parle de 10 ou 15 ans de données qui sont dans le BW, pas forcément en plus des données qui ne concernent que SAP ECC. Donc en fait, oui, il y a déjà un intérêt de démarrer. Et aussi, je reviendrai sur la dernière étape de la conclusion, qui est de dire de démarrer step by step. Donc rien n'empêche de démarrer BDC avec d'abord des solutions plutôt analytiques et avec l'historique, et puis de gérer les data products après la migration S4 pour venir compléter les données qu'on aura déjà mises dans le Business Data Cloud.
Alors, oui, il faut des licences pour ces éléments-là. Alors, c'est compliqué de donner des chiffres exacts parce que ça dépend quand même de beaucoup de paramètres, hein, rien que les paramètres qu'on va retrouver dans le Business Data Cloud Estimator, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça va vraiment dépendre de votre environnement. Du coup, voilà, on peut revenir vers vous. Il faut un peu plus de contexte, en fait, de votre entreprise pour pouvoir répondre à cette question. Euh, Allez, pareil pour cette question sur l'approche Lift, Shift and Innovate. Donc, en fait, les licences du côté BDC, de nouveau, c'est toute une série de paramètres qui entrent en compte. C'est-à-dire qu'il faut au minimum avoir un datasphere pour fonctionner avec BDC. On peut rajouter des composants comme SAP Databricks ou BW PCE. Et de nouveau, ça va dépendre de la taille de votre BW, etc. Mais tout ça entre en jeu, en fait. Donc, la réponse simple, c'est pas qu'on paye côté BW et côté BDC, c'est que le côté BW PCE fait partie de BDC. Et donc, fatalement, vos licences sont ajustées en fonction. Alors, donc, très bonne question. Donc, peut-on avoir accès aux data products sans les Insight Apps? En fait, oui, on l'a vu dans la deuxième partie de la démo dans Datasphere. On peut utiliser ces data products pour les modéliser dans vos propres modèles analytiques et les exploiter au niveau des stories ou d'une application directement. Voilà. Donc quand même, le principal avantage, enfin le principal avantage, un des avantages de Databricks, c'est de pouvoir venir y associer dans Databricks toutes les données SAP. Donc SAP, quand il y a du S4, quand il y a du SuccessFactors, quand il y a toute une série de solutions derrière, ça ramène vraiment plein de données très très intéressantes pour des scénarios de machine learning ou d'automatisation, etc. Donc l'intérêt, il se situe aussi dans la connexion qui permet de partager toutes ces données d'un environnement à l'autre. Par rapport à la solution en standalone, quand même au niveau de la connexion, je vous invite à aller sur le site des SAP qui propose toute une série d'architectures de référence. Il y a 2 points par rapport à SAP Databricks et Databricks qui permettent de voir aussi comment ça fonctionne quand on est dans un Databricks en standalone. Et vous verrez que pour connecter Databricks en standalone directement, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on peut poursuivre cette discussion ici en dehors, parce que c'est une grande discussion, je pense. Mais voilà, l'avantage, c'est vraiment la connexion, le fait de pouvoir gérer les données des 2 environnements vraiment facilement, et de pouvoir finalement rassembler les forces et les faiblesses des 2 environnements, quoi. Je pense que oui. Je vérifierai cette question pour donner une réponse définitive. Donc, est-ce que BW PCE suivra le même life cycle que BDC? Actuellement, là, je dois valider ma réponse, donc je reviendrai vers vous avec cette question. Ok. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.